Bonsoir à tous, merci pour votre présence et votre attention. Je suis ravie de vous présenter, alors non, pas vous présenter, puisque je crois que ceux qui étaient là ce matin, vous avez déjà rencontré Jean-François Delfrécy, qui est intervenu plusieurs fois. Et je vous présente Anthony Passeron, qui est un écrivain qui a publié l'année dernière un roman magnifique que je vous recommande, Les enfants endormis. Alors on parle du sida pendant cette rencontre. Nous fêtons en 2023 les 40 ans de la découverte de ce virus. Et dans le livre qui va paraître de Jean-François Delfrécy, coécrit avec Denis Lafay, où Jean-François Delfrécy revient, qui va paraître ce vendredi, où Jean-François Delfrécy revient évidemment sur l'aventure Covid, mais il faut rappeler aussi qu'en tant que médecin, il a travaillé de façon très très opérationnelle sur la découverte du virus. Et donc pour la première fois, je crois, nous réunissons un scientifique et un écrivain sur ce sujet, parce que ce que je ne vous ai pas dit, donc avec Les enfants endormis, Anthony raconte l'histoire de sa famille dans l'arrière-pays niçois au début des années 80, où son oncle, Désiré, l'aîné d'une famille de bouchers, donc milieu travailleurs, conservateurs, artisans. Désiré était un peu plus noceur, voilà, et il a commencé à toucher à la drogue et à l'héroïne et à se piquer, et donc il a été atteint de la maladie du sida au début des années 80, quand évidemment on ne savait rien de ce virus, mais qu'il effrayait tout le monde, y compris la communauté, y compris les médecins qui voilà. Et donc Anthony raconte à la fois la déflagration au sein de sa famille, l'arrivée donc déjà l'acceptation d'avoir un fils qui se drogue, puis un fils malade. Et cette déflagration, il l'explique donc d'un point de vue personnel, mais également en parallèle, il raconte l'avancée de la recherche sur le virus, alors sa détection, le diagnostic, et puis évidemment bien plus tard la trithérapie, les façons, mais qui n'arrivera qu'en 96. Or, le roman commence au début des années 80. Donc, dès 83 également, Jean-François Delfrécy, vous étiez au cœur en fait de cette thématique, et en tant que médecin, dès 81 même, vous entendez parler en fait de l'arrivée de ce virus qui est encore très très inconnu, avec des premiers cas aux États-Unis. Et qu'est-ce que, en tant que jeune médecin, qu'est-ce que ça vous a fait finalement, quand vous avez compris qu'il y avait quelque chose là qui se tramait d'envergure? Alors, j'étais spécialisé déjà en immunologie et en virologie, c'est-à-dire comment notre système immunitaire est-il fait, entre autres, pour nous défendre contre un certain nombre de virus. On était assez peu, c'était le début de l'immunologie. Dans ma génération, on était quelques-uns en France. Et je revenais des États-Unis dans le grand centre de recherche américain qui s'appelle le NIH à Washington. Et c'est là d'ailleurs où j'ai connu dès ce moment-là Tony Fauci. Et les premiers cas sont arrivés. Je n'étais pas de toute la première génération de la pitié salpêtrière qui a finalement isolé le ganglion, qui a permis ensuite l'isolement de ce virus à l'Institut Pasteur. J'étais dans un hôpital de banlieue de l'assistance publique à Paris, à Antoine Béclair. Et pour vous situer l'époque, qui était une époque où la médecine se voulait assez triomphante, et puis là on voyait des jeunes arriver, des jeunes homos, des jeunes toxicos, qui étaient dans des conditions avec des infections opportunistes qui n'allaient pas bien du tout, et on comprenait rien du tout. C'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là où je suis devenu un peu un spécialiste des maladies auxquelles on ne comprend rien. Mais il y avait autre chose, et c'est ça qui a été important dans ma vie. Ça a transformé ma vie de médecin, ma vie de citoyen, ma vie de famille, je crois aussi, ma femme qui est dans la salle peut le dire, parce que ça a bouleversé ma vision vis-à-vis des patients,
pour des raisons que j'expliquerai plus tard. Pour vous rentrer dans des choses plus précises, j'avais mon bureau, Antoine Béclair, qui était au 3e étage et qui donnait sur les ascenseurs. Et tous les lundis matins, je trouvais écrit à l'encre rouge, vous savez, avec ces trucs qu'on pulvérise, « Sale pédé ». Et donc, la première fois, on est troublé, la seconde aussi. Et la troisième, on s'interroge et on se dit, voilà, pourquoi y a-t-il une telle vision et une telle crainte vis-à-vis de ces patients? Même au tout début aussi, quand on demandait aux brancardiers avec les jeunes externes de descendre les patients à la radio, alors les patients, on ne savait pas très bien comment on attrapait encore ce virus, donc on les isolait. On se trompait d'ailleurs, puisqu'on s'est très vite rendu compte après qu'on pouvait attraper ce virus soit par le sexe, soit par le sang, soit par la transmission mère-enfant. Eh bien, les premières fois, les brancardiers ne voulaient pas transporter ces patients parce qu'ils avaient peur. Et inversement, en très peu de temps, l'institution hospitalière, qui est une institution qui, rappelons-le, ne doit pas être faite pour l'hôpital, mais elle doit être faite pour les patients. Et elle ne doit pas être construite autour des médecins et des soignants, mais elle doit être construite autour des citoyens et des patients. Et bien très vite, l'institution hospitalière s'est réveillée, et très vite, on a vu des choses admirables d'accueil à la fois de ces jeunes homos et de ces jeunes toxicos dans des conditions vraiment très 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 difficiles au départ, puisqu'une fois de plus, on ne comprenait rien. Et on n'y comprenait tellement rien qu'on apprenait aussi, et c'est une deuxième grande leçon, on apprenait aussi beaucoup de la discussion avec le milieu associatif. Et avec un milieu associatif qui était extrêmement violent à l'époque, c'était ACT UP, parce que c'était eux-mêmes, c'était un milieu associatif où ils étaient eux-mêmes touchés. C'était un milieu de patients touchés. Ils étaient en rébellion contre le système, en rébellion contre la vie, en rébellion contre les médecins. Connaissant très bien ce qui se passait aussi aux États-Unis, les liens étaient moins faciles que maintenant, Internet n'existait pas, et on a appris progressivement à construire ensemble autour de cette maladie. Donc oui, ça a bouleversé ma vie de médecin, ma vie de chercheur, et je reviendrai ensuite après comment, néanmoins, on n'a pas baissé les bras, et que la science, finalement, parce que c'est ça qui m'intéresse fondamentalement, a repris le dessus, pas complètement encore, pas complètement, mais elle a repris le dessus. Alors, avant d'aborder le sujet de la mobilisation et du lobby des associations et du rôle politique qu'elles ont joué, donc revenons, alors j'ai envie de dire peut-être non pas sur le terrain de la science, mais sur le terrain émotionnel. Quelle est la déflagration, effectivement, de l'arrivée de cette maladie dans une famille traditionnelle voilà. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous, Anthony ? Oui, j'ai voulu raconter comment le sida était venu percuter une famille de commerçants de l'arrière-pays niçois, et étant évidemment que le VIH-sida a été la source d'une production artistique, cinématographique, littéraire assez puissante, assez abondante. Donc je me suis concentrée sur ce qui me semblait ne pas avoir été suffisamment dit, suffisamment raconté. Et l'enfant que j'étais, pour reprendre le propos du professeur, voyant le premier SIDAction à la télévision, réalise que sa famille a été percutée par un événement collectif. C'est seulement la puissance de cette émission de télé diffusée à l'époque sur les 6 chaînes principales qui me fait prendre conscience que ce qui s'est joué dans ma famille se joue dans d'autres familles. Et ensuite, ou à peu près simultanément, en voyant les premières actions très médiatiques d'ACT UP, celles dont on se souvient parce qu'elles ont vraiment imprimé jusqu'à l'INA la capote sur l'obélisque à Paris, etc. Tout d'un coup, je me dis, mais donc, il y a des gens qui souffrent de cette maladie, directement ou indirectement, et qui sont capables de parler. Et le travail d'écriture est le résultat du questionnement d'un enfant qui se demande, qui se dit, mais pourquoi nous, on n'a pas pu parler? Pourquoi aujourd'hui, quand je demande à ma mère comment elle a découvert le VIH-Sida, est-ce qu'elle avait peur d'être contaminée par son beau-frère, etc., comment ils ont mené tout ça de front, elle me dit qu'elle ne se souvient pas.
Et ce qui est une manière d'éluder pour elle, je ne me souviens pas, pour ma mère, ça veut dire je n'ai pas envie d'en parler. Il faut juste savoir traduire. Mais je me rends compte que cette histoire, ils l'ont vécue dans une telle urgence. Ils n'ont jamais eu le recul nécessaire pour l'archiver, si j'ose dire. J'entendais parler de ça tout à l'heure avec Charles Pépin, sur cette réécriture du passé qui n'a jamais eu lieu chez eux parce qu'il ne peut pas y avoir de réécriture quand il n'y a pas d'écriture, quand il n'y a pas de mots. Et en quelque sorte, modestement, il me semblait qu'il appartenait à la génération suivante, celle qui avait vécu les événements de manière un petit peu protégée, de leur proposer une réécriture de leur histoire de manière archétypale pour faire que ça soit l'histoire de tout un tas d'autres familles, familles que sans doute le professeur Delfrécy a rencontrées. Et évidemment que c'est un livre sur la dimension toxicomane de l'épidémie qui a été plus tardivement détectée et moins représentée, évidemment, aussi dans sa dimension rurale. Est-ce que vous, professeur Delfrécy, vous étiez dans un hôpital de banlieue, donc la population de malades était peut-être autant des toxicomanes que des homosexuels, sinon plus, en fait? Oui, bien sûr. Sur Antoine Béclère, on avait une banlieue un peu intermédiaire, mitigée, et avec, en particulier sur le plateau de Clamart, toute une série de jeunes drogués. Il faut se souvenir qu'à l'époque, on ne savait pas prendre en charge la toxicomanie, indépendamment même du VIH. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de thérapeutique de substitution. On inventait. Moi, j'ai un souvenir, il y avait une très grande maternité à Clamart où j'étais appelé par les infirmières parce qu'il y avait les jeunes femmes VIH+, donc qui posaient déjà des tas de problèmes dans une maternité de pointe et qui en plus les dealers venaient pour leur amener la drogue à l'hôpital et donc comment les substituer. J'ai un souvenir alors de l'histoire familiale aussi d'un haut, mettons un procureur de la République de la région sud de Paris qui avait ses deux fils qui étaient toxicomanes et qui allaient assister aux audiences de leur père et qui, pour pas qu'il y ait de bruit et trop de grabuge, leur filait de l'argent pour s'acheter de la drogue. Et il me racontait ça en pleurant. Donc on a vécu des périodes humaines extraordinaires, là aussi, mais qui, contrairement à ce qu'on a discuté ce matin, où tout ça s'est passé en 3 ans, là, je vous parle d'une période qui démarre en 81, 82, beaucoup 83, et puis qui va aller jusqu'à 96. C'est-à-dire qu'on a eu 14 ans, et en particulier une période extrêmement noire, dans la période entre 90 et 96. Moi, j'étais à ce moment-là, j'avais changé d'hôpital, j'étais à Bicêtre. J'avais 120 décès de sida par an dans le service. 120 décès. 2 décès par semaine. C'est là où je commençais aussi à m'interroger sur certains aspects de la fin de la vie. J'essayais pour tenir les troupes, tenir le moral de nos jeunes soignants, d'aller prendre le café avec l'équipe de nuit tous les matins vers 7h15. Et j'avais les aides-soignantes, souvent antillaises en région parisienne, qui me disaient: patron, tu sais pas ce qu'ils nous disent la nuit, tu sais pas ils ont envie de mourir. Et ils étaient à leur 4e, 5e infection opportuniste. On savait rien encore. Les premiers antiviraux démarraient. Et puis tout s'est joué en très peu de temps entre 94 et 95-96. Moi, le premier signe de bonheur que j'ai eu, et parce que j'ai participé de façon vraiment importante, c'est avec un médicament dont vous vous souvenez tous du nom, qui est l'AZT, qui est une sorte de médicament générique un peu, qui ne faisait rien tout seul. C'est-à-dire on le donnait aux patients, il ne faisait rien, et ça avait été un drame absolu au congrès de Berlin quand on a vu les premiers résultats. Ce médicament ne changeait rien du pronostic des patients sida. Et puis on avait eu l'idée avec les Américains de le donner à titre préventif, c'est-à-dire en le donnant aux femmes enceintes séropositives, et en faisant tout petit peu baisser probablement la quantité de virus, regarder si ça diminuait le niveau de transmission de la mère à l'enfant. Et la réponse a été extraordinaire, puisque ça a fait baisser de plus de 55% le taux de transmission.
Et pour nous, ça a été, alors moi, ça a été vraiment ce qui a changé de nouveau ma vie, parce que je me suis dit, la science, on va y arriver. Il faut qu'on s'accroche, ça va être dur, mais on va y arriver, et on y est en partie arrivé plus tard. Alors c'est vrai que c'est un plateau assez exceptionnel parce que dans le livre d'Anthony, donc vous êtes un des protagonistes où justement dans l'histoire de l'oncle d'Anthony a donc eu un enfant avec une femme qui était elle-même séropositive, donc l'enfant voilà. Donc c'était avant la découverte de l'AZT, donc la famille n'a pas pu bénéficier de cette découverte, mais donc vous, toi Anthony, dans le récit du drame, enfin voilà, il y a à peu près eu toutes les phases que le professeur Delfraissy explique, c'est-à-dire voilà, la maladie, la séropositivité, les premiers symptômes, la dégradation, et puis les rendez-vous avec ces médecins qui sont absolument impuissants jusqu'à l'issue fatale. Oui, absolument. Et une des raisons qui font qu'il y ait une double narration dans ce roman, c'est d'abord que, évidemment, que ce qui se joue dans la famille est une tragédie absolue et que j'avais envie de documenter ce sida pré-traitement. Mais j'avais quand même envie, ça c'est mon vrai métier, c'est professeur d'histoire-géographie, donc j'avais un peu envie de documenter quelque chose. Et quand j'ai demandé à ma famille concrètement ce que ça voulait dire d'avoir un beau-frère, un fils et un enfant toxicomane et séropositif à la maison, à chaque fois la réponse était la même. C'est soit je ne me souviens plus évidemment, soit ils avaient cette phrase en disant « tu sais, au village on ne savait pas grand-chose ». Et donc j'ai essayé, pour essayer de proposer un roman qui soit historiquement cohérent, je me suis plongé dans un corpus scientifique, d'ailleurs pour lequel je ne suis pas du tout formé. Et là, j'ai trouvé une autre histoire qui m'a semblé éminemment romanesque, d'où sont revenus des noms Rosenbaum, Lebovitch, Françoise Barré, Françoise Brun-Vézinet, Christine Rouziou, etc., jusqu'au professeur Delfraissy. Et d'ailleurs, en écrivant un jour un document sur Word sur mon ordinateur, je n'avais pas prévu qu'un jour je serais en train de discuter avec un de mes personnages, donc excusez mon émotion. Mais c'est vrai que le nom de Delfraissy est revenu spécifiquement au moment où je me dis, certes, dans ma famille, il y a eu transmission materno-fétale. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'avais entendu des entretiens de Christine Rouziou qui disait qu'aujourd'hui, on était, en tout cas dans les pays développés, le professeur me précisera, mais on est quasiment tombé à zéro, je crois, en transmission materno-fétale. Donc il a fallu se documenter sur tout un tas de sites très austères pour le néophyte qui rendent compte des essais thérapeutiques. C'est là que le nom de Jean-François Delfraissy est arrivé, et comme une concomitance, puisque au moment où j'ai envoyé mon manuscrit un peu comme une bouteille à la mer à un éditeur, une autre pandémie est arrivée et le nom de Delfraissy est revenu au devant de l'actualité. Mais c'est cette espèce de concomitance-là, et il me semblait important, alors modestement, le romancier a essayé de rendre hommage à toute une frange de médecins, et il me semblait que rendre hommage à des médecins, c'était pas seulement citer leur nom, c'était essayer de dire ce que chacun avait apporté dans cette histoire éminemment collective qui est la lutte contre le VIH-Sida. Alors dans son roman, Anthony apporte finalement la charge émotionnelle qu'il n'y a pas en général voilà, dans des ouvrages plus scientifiques. Il me disait tout à l'heure que parfois la réalité en fait vraiment dépassait la fiction et que des faits avérés, il osait à peine les écrire de peur qu'on ne le croie pas. Et donc en tant que médecin, enfin, ces mêmes anecdotes, vous avez été aux premières loges pour les voir. Comment gérer l'émotionnel quand on est un médecin qui sauve et qui est formé pour sauver et qui, de façon inéluctable, voit tous ces jeunes gens mourir dans une impuissance. Comment on vit avec ça, surtout quand on est jeune médecin ? Je pense que la réponse, elle a été donnée ce matin, en partie par Laurent Berger. Seul, on peut faire des choses. Ensemble, on peut faire beaucoup plus. Et j'ai le souvenir, c'est, je dirais, cette époque terrible est probablement la plus belle époque de ma vie, d'abord parce que j'avais 40 ans de moins, mais aussi parce que voilà, on entraînait à la fois les infirmières, les aides-soignantes, nos jeunes internes, nos jeunes externes. Tout c'était véritablement comment on va se sortir de là, comment on va sortir nos patients de là. Et c'était la même chose au niveau des labos de recherche. Il y a eu une interaction, par exemple, c'est le moment où j'ai connu très bien
Françoise Barré-Sinoussi, qui est maintenant une amie très proche, et vous le rappeliez, en fait, les 40 ans de découverte du VIH, là, début décembre, à Pasteur, et comment aussi, on a pu casser les codes entre ce qui est au lit du malade et ce qui est dans les laboratoires les plus fondamentaux, et comment on arrive à faire bouger les lignes. Après, on s'est aussi trompé, hein, mais seulement il y a eu moins de, comment dirais-je, l'impact vis-à-vis de la société a été moins violent que ce qu'on vient de vivre là avec le Covid. Mais par exemple, souvenez-vous, il y a eu un flottement dans les années 84, au moment de l'histoire du sang contaminé, hein, où on a cru, certains ont cru que le fait d'être séropositif voulait dire qu'on avait des anticorps et que ces anticorps protégeaient contre l'infection. Or, ils ne protégeaient pas du tout, ils voulaient seulement dire qu'on était infecté, mais on ne détectait pas encore le virus. Et d'où ce flottement sur le réchauffement des plasmas, par exemple. Et d'où aussi est sorti des choses très importantes pour la nation, pour vous tous, pour les jeunes générations. C'est à partir de l'affaire du sang contaminé qu'a commencé à se mettre en France progressivement, sournoisement, le principe de précaution. Et le principe de précaution qui part d'une très belle idée, hein, qui est de dire quand on ne sait pas, il vaut mieux finalement prendre précaution, et qui irait contre cela. Sinon qu'il a été beaucoup porté par les politiques qui l'ont porté en disant c'est une forme de défense pour nous, hein, d'avoir ce principe de précaution, que Jacques Chirac, qui a par ailleurs joué un rôle majeur et très positif, hein, qui est ignoré du grand public plus tard, hein, dans les années 2000, sur l'accès aux antirétroviraux pour les malades des pays du Sud, a cru bon de mettre ce principe de précaution dans notre Constitution. Ce qui fait que le principe de précaution est maintenant devenu non pas pour protéger, mais presque pour freiner, hein. Et ça vient de cette période-là. Et on voit bien comment les grandes crises, à certains moments, peuvent sortir des idées fortes qui existent et se mettent en place uniquement 15 ou 20 ans plus tard. Et c'est vrai que ça fait évoluer aussi les réflexions sur l'éthique. En fait, on parlait des traitements, et puis pour mettre au point un traitement, bon, c'est long déjà. Et puis après, il y a le vrai traitement qui est administré, et puis il y a l'effet placebo. Et donc, on sélectionne une partie des malades avec un placebo, etc. Sachant que les malades non traités, enfin, à partir du moment où la maladie commençait, l'inéluctabilité de la mort, enfin, était là. Mais il y avait quand même une latence sur le moment entre la séropositivité et la déclaration de la maladie, ce qui en fait en faisait aussi une maladie sournoise, parce que finalement, l'issue, on la connaissait, mais il y avait le temps. Et donc le temps, c'était aussi le temps de l'espoir, non, Anthony, dans votre... Oui, absolument. Et surtout, c'est ce qui va créer, le professeur l'a dit, certains errements, certains espoirs qui vont laisser penser que certains seront moins concernés que d'autres, etc. Et c'est vrai que les trithérapies, j'ai l'impression, c'est une discussion que j'aurais aimé avoir avec le professeur, c'est qu'elles ont refermé le chapitre du VIH-Sida presque médiatiquement. En tout cas, dans ma famille, je sais que quand je demande s'il demeure des survivants de la bande de mon oncle qui était toxicomane, je me rappelle d'une réponse de ma mère, pour la citer une nouvelle fois, c'est qu'elle me dit oui, il en reste une, elle s'appelle un tel, elle habite le tel village, etc. Et elle finit par me dire... D'ailleurs, je me demande comment il est possible qu'elle soit encore vivante. Comme si dans ma famille, on avait refermé la question du VIH-Sida en même temps que les cercueils. Et le fait que certains aient survécu ou pas demeure de l'ordre du mystère. Et c'est aussi contre ce mystère-là que je voulais raconter cette histoire. Et le professeur parlait des bouleversements qu'il y a eu au sein des équipes médicales au sens large du terme, etc. Et notamment, c'est le VIH-Sida qui va contraindre les politiques à bouger en France, notamment sur 2 points fondamentaux. D'abord, la
la libéralisation de la vente de seringues, l'autorisation de la publicité sur le préservatif, c'est Michel Barzac, mais dans le gouvernement Chirac en 86-87, c'est le VIH-Sida seul qui contraint un ministre de la Santé, voyant les rapports remonter et disant que vraisemblablement une seringue est utilisée par une quarantaine d'usagers de drogue différents, qui cède sur ce point-là. Et plus tard, en 1993, alors que des traitements de substitution aux opiacés existent, notamment en Amérique du Nord, la France est à la traîne sur ce point-là. Et c'est la violence de la pandémie de VIH chez les usagers de drogue qui lui contraignent le législateur à autoriser les traitements de substitution qu'on appelle aujourd'hui le Subutex ou la méthadone. Et c'est vrai que dans tous les domaines, bien au-delà de la médecine, dans le domaine social, etc., le VIH a été une révolution directe et indirecte. C'est-à-dire qu'elle a amené les patients à se mobiliser et en même temps, ça a révolutionné tout un tas de domaines jusque dans le champ politique. Et on est tous, même si on n'a pas une histoire personnelle avec le VIH-Sida, on est tous les héritiers de cette époque-là. Non, pour aller dans le même sens, Pierre Berger, qui est à l'origine de SIDAction avec Lynn Renaud, disait, en reprenant les termes de Michel Foucault, le sida est avant tout une maladie politique. Et c'est vrai, vous venez d'en citer quelques exemples de décisions politiques de santé publique qui ont été prises par certains de nos ministres, pas par d'autres, mais par certains de nos ministres, de façon extrêmement courageuse. Je vais vous raconter une autre histoire qui est assez peu connue et qui est intéressante, je trouve. Alors là, on est plus tard. On est dans les années 2000, où donc les trithérapies sont arrivées en Europe. Les trithérapies, c'est 3 médicaments qui, combinés ensemble, de nature différente, permettent de bloquer la multiplication du virus et donc de vivre avec le virus. On n'élimine pas le virus. Ces patients prennent ces traitements. Initialement, c'était 30 comprimés. Maintenant, un seul comprimé par jour. Il y a même maintenant des traitements avec une injection par mois. Donc, vous voyez que ça s'est énormément simplifié. Alors, on est dans les années 2000 et le slogan général du milieu associatif est de dire les médicaments sont au nord et les patients sont au sud, dans les pays à ressources limitées. Ils avaient raison. Et parmi les pays du sud, le pays qui a été le plus touché, c'est l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud avait sorti des années d'apartheid et avait comme particularité d'avoir une ministre de la Santé, dont j'ai perdu le nom, mais qu'on a appelé pendant longtemps Docteur Betrave. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'elle était conseillée par une série de gens, plus farfelus les uns que les autres, qui lui avaient indiqué que le sida n'était pas lié à un virus, mais à des problèmes alimentaires et qu'il fallait manger un certain nombre de composants, et en particulier manger des betteraves, d'où le nom de Docteur Betrave. Elle a bloqué l'arrivée des antiviraux dans ce pays pendant une période de 4 ans. Elle est responsable probablement de plusieurs millions de transmissions du virus de la mère à l'enfant et de plusieurs centaines de milliers de décès. Donc c'est une ministre. Je l'avais rencontrée avec Françoise Barré-Sinoussi à l'époque. On s'était fait rejeter. Il y a 3 choses qui ont fait bouger les choses. Un congrès en Afrique du Sud où l'équivalent de notre président du Conseil d'État, qui était un blanc, a annoncé qu'il était homosexuel et séropositif devant 5000 personnes et qu'il fallait traiter et dire les choses. Et puis surtout, et on l'oublie souvent parce qu'on voit toujours ces grandes affaires de santé comme étant gérées par le public, par l'État. Eh bien, en Afrique du Sud, ce sont les mines de diamants, les diamantaires, qui voyaient leurs jeunes hommes mourir comme des mouches et qui ont établi les premiers des grands dispensaires avec une dispensation des antiviraux, malgré les cris de leur ministre et de Madame Betrave. C'est pour vous montrer comment, en permanence dans cette maladie, soit en France, soit en Europe, soit dans d'autres pays, on a oscillé en permanence entre la science et le politique. Donc, ce qu'on a fait vis-à-vis du Covid, on l'avait déjà fait depuis longtemps, mais dans le temps. Mais en fait, pour faire bouger le politique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut une association des traités et des traitants, autrement dit, des patients et des médecins qui ont un intérêt très fort commun, et que c'est un peu la condition sine qua non pour que ça aille plus vite, finalement. Sinon, il y a
Il y a des entraves trop importantes. Et alors justement, on a commencé à parler des médecins et de l'international parce qu'il y a eu vraiment un peu une compétition entre les Américains et les Français. Donc Anthony, dans votre livre, vous en parlez souvent. En fait, le crédit des équipes américaines était beaucoup plus important. Or, les découvertes fondamentales étaient du côté français. Et il y a eu, là encore, sans doute, c'est ce que vous montrez, un peu de la mauvaise foi de la part des Américains qui a quand même retardé peut-être la découverte du virus, mais que c'est pas quelque chose qui est resté dans les annales, en fait. Alors d'habitude, je réponds à cette question, mais il n'y a pas le professeur Delphes ici à côté de moi, donc d'habitude, je suis plus à l'aise pour le dire. Après. Et il me semble que les Américains étaient en pointe parce que le professeur Gallo avait découvert le premier rétrovirus humain, et quand l'hypothèse d'un rétrovirus est posée, évidemment, c'est plutôt vers lui qu'on se tourne. Mais il me semble que les Américains font fausse route parce qu'ils cherchent plutôt dans du sang, plutôt dans le sang des patients, et que à Pasteur, enfin en tout cas à la Pitié-Salpêtrière, on extrait le ganglion d'un patient que Willy Rosenbaum a identifié parce qu'il semble que c'est là qu'on aura plus de chances d'identifier un virus. Et c'est vrai que c'est aussi l'histoire d'un crédit moindre qui est donné à des chercheurs d'un petit pays français qui n'ont pas, en tout cas au début, du moins dans les premières années, les moyens de Robert Gallo aux États-Unis, etc. Et pendant très longtemps, les enjeux sont tels que la découverte française va peiner à s'imposer petit à petit aux yeux de tous. Et c'est vrai qu'il me semblait que cette histoire était éminemment romanesque dans le sens où c'est quand même une certaine ténacité française qui va continuer à croire en sa découverte et réussir à l'imposer aux yeux du grand public. Et aujourd'hui, quelque part, sans mauvais jeu de mots, c'est une histoire qui a contaminé la considération et la confiance des gens dans la médecine. On a bien vu que les fantômes de cette histoire-là sont revenus et qu'il y a une part de confiance qui a été perdue à cet endroit-là, nécessairement. Comment vous avez vécu les choses, vous ? Je pense qu'il y a, enfin, dans la science, hein, vous l'avez tous compris, il y a de la compétition. Et alors certains pourraient dire, mais pourquoi y a-t-il de la compétition alors qu'on est tous au service de la connaissance et des patients ? Moi, je suis pour la compétition. Hein. Je suis pour que des jeunes s'accrochent, passent des journées entières, des week-ends entiers à essayer d'isoler un virus. C'est comme ça qu'on se forme, c'est comme ça qu'on crée du caractère. Et c'est comme ça qu'on arrive finalement à se juger les uns par rapport aux autres. Donc c'est normal. Moi, je n'ai pas trop d'état d'âme là-dessus. Après, il y a eu quelques mois un peu compliqués là, pour l'équipe de Pasteur, mais où finalement tout le monde, maintenant, y compris les Américains, reconnaissent que le virus a bien été isolé à Pasteur. Ce qu'il faut voir derrière, c'est qu'il y avait des enjeux économiques massifs. Parce qu'il y avait qui isole le virus à la séquence du virus. Si on a la séquence du virus, on a les tests diagnostiques. Si on a les tests diagnostiques, on peut l'isoler et on peut aller à ce qu'on a appelé ensuite la charge virale. Et si on a la charge virale, ensuite, on peut construire des médicaments qui sont dirigés contre tel ou tel enzyme qui est nécessaire pour sa multiplication. Donc, et Pasteur, d'ailleurs, continue à toucher très largement des royalties, et c'est une des parties du financement de l'Institut Pasteur actuel. Donc oui, c'est vrai, il y a eu cette compétition. Les histoires de grandes découvertes en médecine sont souvent au début un peu romanesques. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ce matin, mais le prix Nobel de médecine vient d'être décerné à ce couple d'origine d'Europe de l'Est qui est à l'origine des vaccins mRNA dans le cadre de Covid. Qui a aussi un long parcours de passer par l'Allemagne, puis ensuite aux États-Unis, où il n'est pas reconnu aux US, il n'arrive pas à être financé, tout ça finit par être oublié, puis finalement, il est repris et il aboutit à ces vaccins mRNA par les biotech américaines, et donc à un prix Nobel aujourd'hui. Donc il y a souvent cette phase-là entre la science académique et ensuite ce qui va être la Big Pharma. Il y a souvent des moments un peu complexes. Ça a été le cas au moment du VIH-Sida. Mais tout le monde sera au rendez-vous de Pasteur le 1er décembre, y compris les Américains, y compris Tony Fauci. C'est bien
ce virus a été découvert à Pasteur, et en particulier grâce à Françoise Barré-Sinoussi. Alors, Anthony, vous avez, quand le virus a été découvert, c'est une chose, et ensuite la thérapie. Quelle a été finalement, comment vous avez pu refermer le livre de cette maladie dans votre famille et le rouvrir à un moment où finalement, c'est un peu un hasard de calendrier, mais une autre épidémie mondiale. Quelles ont été les similitudes tout de suite, comme vous étiez sur ce travail par rapport au sida et qu'on ouvrait la page du Covid, quelles ont été les similitudes qui vous ont marqué ? Il se trouve que ça faisait à peu près 5 ans que je travaillais sur ce roman qui était ma transgression familiale à moi. Il y en a qui vont se faire les cheveux bleus, il y en a d'autres qui vont au Népal, il y en a qui brûlent des voitures. Et moi, ma transgression, c'était celle-là. C'était de raconter cette histoire et ça faisait, modestement, c'est pas ma spécialité. Je tâtonnais pas mal et ça faisait 3-4 ans que j'étais dans ces histoires-là et je touchais presque au but d'un manuscrit qui était prêt à être envoyé à une maison d'édition quand la pandémie est arrivée. Et c'est vrai que tout d'un coup, j'ai eu l'impression, évidemment, comme beaucoup de gens qui avaient connu ces années-là, de voir l'histoire se répéter. Pour moi, le confinement a d'abord été une opportunité de terminer un manuscrit. De manière on a tous un rapport très, on en parlait, c'est ça aussi qui fait le romanesque de chacun. Chacun a des ambitions, chacun a sa propre subjectivité, a ses objectifs. Moi, mon objectif, c'était de terminer le manuscrit. Certains éditeurs m'ont dit votre roman est très intéressant, mais là, on vient de rentrer dans une pandémie. Je pense que les lecteurs ne voudront plus entendre parler de virus. Donc je suis désolé de vous dire que là vous allez... Déjà que certains m'avaient dit, déjà si vous parlez de VIH-Sida, ça va être compliqué de passionner les foules. Mais alors si en plus vous parlez d'un virus, à un moment on a une pandémie, il y a pas mal d'éditeurs qui m'ont dit ça, pas tant pour me décourager, mais pour justifier leur refus. Et finalement, il a abouti chez Globe, où ils étaient très contents, parce justement, chez Globe, ils disaient c'est justement le moment de réactiver une mémoire collective. Et c'est vrai que le rôle du romancier... modestement, c'est de réactiver une mémoire. C'est-à-dire que je ne serai jamais assez pointu pour parler de manière très fine de ces choses-là. Mais le but, c'est quand même de faire que l'histoire de la lutte contre le VIH réintègre la mémoire collective. Tant pis si c'est de manière simplifiée, tant pis si c'est de manière incomplète, mais réactiver. On a bien vu qu'on allait au-devant de nouvelles épidémies et que le but à chaque fois, et le travail du professeur, c'est exactement ça, c'est essayer d'en tirer des enseignements pour s'améliorer les fois prochaines, etc. Et à ce titre-là, il me semblait important de réactiver cette mémoire-là. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui arrivait un peu comme une déflagration parce que, oui, quand ça fait 4-5 ans que vous parlez d'une pandémie dans votre chambre, devant votre ordinateur, et que là, une pandémie se profile et qu'elle fait réapparaître des noms, qu'elle fait réapparaître des peurs qu'on avait cru voir disparaître. Je veux dire, parmi les fantômes qui sont revenus au moment du Covid, on a tous été heurtés par des choses différentes. À titre personnel, c'est l'idée qu'il y avait des morts plus coupables que d'autres. Avec le VIH-Sida, la tentation de dire que les homosexuels et les toxicomanes étaient plus responsables de leur mort que d'autres. On a bien vu dans des discussions apparaître le fait que des obèses ou des gens qui n'avaient pas bien porté leur masque étaient peut-être un peu plus coupables que d'autres, etc. Et surtout, c'est aussi l'occasion de voir le temps passer parce que le VIH-Sida arrive dans un monde où Internet n'existe pas, où les chaînes d'information en continu n'existent pas. Il faut plusieurs mois à Willy Rosenbaum pour avoir un article sur le syndrome gay dans Libération. Je veux dire, alors que là, on a bien vu, en l'espace de quelques jours, une information se disséminer pour le meilleur et pour le pire, mais on a bien vu que le monde avait changé, en fait. Et c'est aussi ce que nous permettent les pandémies, de voir que le contexte a changé. Professeur Delfraissy, j'ai envie de vous poser la question aussi instinctivement, les passerelles que vous avez jetées entre les deux virus de l'expérience, en fait. Qu'est-ce que le fait d'avoir vécu ces années SIDA vous a tout de suite inspiré quand le Covid est arrivé ? D'abord, pour dire que la pandémie VIH-Sida reste la plus grande pandémie
du XXe et du XXIe siècle. Hein. On est à 40 millions de décès. Il y a encore 1 million de contaminations chaque année. On vit avec les antiviraux, mais dès qu'on les arrête, le virus repart. Et il n'y a pas de vaccin contre le VIH-Sida. Les vaccins mRNA, par exemple, où on avait mis beaucoup d'espoir pour changer la donne, ne marchent pas sur le VIH, qui est un virus beaucoup plus complexe. Donc ce n'est pas fini. C'est une pandémie qui se poursuit. La grosse différence, c'est qu'elle se poursuit dans les pays les plus pauvres, chez des gens jeunes, alors qu'on a vu que le Covid était dans les pays les plus riches et chez les gens les plus âgés. Et donc, la vision, évidemment, de la société est très différente. Alors, entre VIH et Covid, j'avais eu quand même deux autres grandes pandémies à en partie gérer, parce que après avoir eu les mains dans le cambouis, après on vieillit, puis on vous confie des responsabilités. J'avais été directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. On a, à partir des médicaments trouvés dans le VIH, trouvé les médicaments dans l'hépatite C. On a pu éradiquer quand même l'hépatite C. Cette fois-ci, on l'éradique. Et puis, il y avait eu l'épisode Ebola très particulier de Guinée. Et puis, je m'apprêtais à m'arrêter et à commencer à écrire, je ne sais pas trop quoi, mais écrire des choses. Et puis, quand j'ai été repris par cette pandémie du Covid-19, ça a été d'ailleurs reproché en disant c'est encore les gens du VIH qui sont sur le front. Moi, j'avais dit au président, prenez un type plus jeune pour vous occuper du conseil scientifique. Il a souhaité que je m'en occupe. Là, ce qui me frappe quand même, c'est que ça a été toute une génération, parce que si je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre, où il y avait des comités scientifiques autour du Covid, j'ai retrouvé plein de gens qui étaient issus du VIH-Sida. Même chose en Afrique, même chose au Vietnam. Même chose, c'est-à-dire que cette génération de soignants, de médecins, de chercheurs qui a beaucoup donné, qui est habitué à subir des crises, qui est habitué à être dans l'échec au départ, ce qui n'est pas facile psychologiquement, et à redonner à l'occasion du Covid. Voilà. Mais la temporalité a été radicalement différente. L'arrivée des vaccins a été beaucoup plus rapide qu'on ne l'imaginait. Et la relation avec les citoyens, je l'évoquais ce matin, je n'y reviens pas, n'a pas eu le temps de se construire comme on l'avait construit avec le milieu associatif VIH. Et c'est un de mes grands regrets, qui n'est pas lié qu'à moi, qui est lié aussi aux politiques. Alors Anthony, je crois que vous n'avez pas tout à fait refermé non plus le chapitre, parce que en fait c'était une partie de l'histoire. Là vous vous apprêtez vous êtes toujours dans un travail d'écriture qui continue l'histoire. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit que vous aimeriez encore parce qu'en fait maintenant vous êtes devenu un petit peu un spécialiste. Il se trouve que j'appartiens à l'éducation nationale, que si vous voulez ennuyer tout le monde en conseil d'administration dans un lycée, vous dites que ça serait bien de faire quelque chose contre de la prévention, de lutte contre le VIH. Là, vous ennuyez tout le monde. Et c'est vrai que depuis que j'ai écrit ce roman, mes anciens collègues de SVT, tout un tas, ou les infirmiers scolaires que je connais par mon parcours d'enseignant, ils me sollicitent volontiers en me disant tiens, tu veux pas venir faire le travail, si j'ose dire. Il se trouve que à titre personnel, je participe modestement, mais je participe aux actions du Corévi PACA Est, où je rencontre des médecins, des personnes vivant avec le VIH, etc. Et ça fait que je réactive une mémoire de lutte contre le VIH et que je suis en mesure d'aller, par mon passé de prof, aller en établissement scolaire à chaque fois en m'adaptant à mon public. Est-ce que c'est des collégiens, des lycéens, etc. Pour essayer de rappeler d'abord par le biais de l'historique de la pandémie, essayer de rappeler aux élèves. Et je me rends compte que souvent les enseignants sont scandalisés en disant c'est un scandale, les élèves ne savent même plus ce qu'est un préservatif, etc. Et puis quand j'essaie de dire les moyens de diagnostic, les moyens de prévention, et que j'évoque des choses plus modernes comme le traitement post-exposition ou comme le traitement pré-exposition, je vois qu'en fait l'enseignant en apprend autant que l'élève. Et souvent on a à cœur de dire que les jeunes ne savent rien, et en fait c'est aussi nous collectivement qui avons baissé la garde. C'est aussi nous
qui nous sommes détournés de l'état de la recherche sur le VIH/SIDA et on n'est pas tous au fait. Donc mon travail, c'est d'essayer de faire que ce livre serve en dehors de la littérature, parce que je suis aussi invité pour travailler avec des élèves sur l'autobiographie, etc. Mais de permettre de modestement faire que ce livre serve aussi à des enseignants qui auraient du mal à aborder ces questions-là, juste comme un prétexte pour aborder ce sujet-là. Et c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps, mais c'est un temps qui me semble assez utile. Jean-François Delfraissy, est-ce que le corpus romanesque, donc émotionnel de l'autre histoire de la maladie est utile aux médecins aussi, peut-être a posteriori ou pour aborder d'autres pandémies, par exemple? Est-ce que l'apport de l'histoire personnelle peut aider la communauté scientifique? Elle n'aide pas la recherche qui a sa rationalité, encore qu'elle peut aider. Françoise Barré-Sinoussi était connue quand elle tenait son laboratoire pour dire à ses étudiants, vous rentrez dans le labo, vous voulez passer une thèse, vous oubliez vos vacances. Et elle prenait, Françoise a consacré sa vie au VIH/SIDA, et elle prenait quelques jours de vacances chaque année. Hein. Donc on est bien dans le retentissement de la vision sociétale. Après, oui, moi, après le temps efface un peu, mais j'ai des souvenirs. Je vous racontais tout à l'heure ces deux frères toxicomanes par rapport à leur père procureur général. Mais j'ai d'autres histoires. J'ai eu l'occasion, c'est public, donc je peux dire son nom, de soigner Hervé Guibert, qui a écrit de merveilleux livres, et en particulier le protocole compassionnel, et qui m'interpellait sur cette très belle phrase en disant, pendant longtemps, on m'a dit que j'étais beau gosse, et maintenant les infirmières me disent que j'ai de belles veines. Quand on vous a dit ça, c'est vrai qu'on regarde un peu les choses autrement. J'ai eu des souvenirs aussi complexes avec par exemple l'Église catholique. Alors que voilà, je suis médecin, je suis également catholique, je le dis, et je me suis heurté violemment, par exemple, sur la prise de position de la hiérarchie catholique sur la non-utilisation du préservatif. Hein. Et donc ça m'a aussi interpellé en tant que citoyen. Donc le médecin doit rester pas seul. Hein. Maintenant, les décisions sont de plus en plus collégiales et c'est fondamental. Surtout, on doit quitter alors, le dialogue individuel doit rester, mais la décision doit être collégiale. Il doit rester aussi imperméable, impartial que possible, mais c'est impossible. C'est impossible. Heureusement, ce qui compte en médecine, c'est l'humanité. Et cette scène était un bon exemple de partage et de décloisonnement. Je voudrais vous remercier tous les deux pour ces deux ouvrages et ces deux témoignages magnifiques. Merci.